Salut, bonjour à tous, 7h partout au Bénin, bon réveil sur Canal 3 et canal3télévision.com, vous êtes les bienvenus dans votre matinale Actu Matin, installez-vous confortablement. Wahab Alipara, bonjour. Bonjour Christian et bonjour à tous. Ingrid Day, bonjour. Bonjour Christian, bonjour à tous. On va vous retrouver dans un instant à travers la une des journaux pour Wahab Alipara et le mini-journal avec Ingrid Day, mais avant, au sommaire ce mercredi, nous ferons dans l'économie, l'élevage, l'histoire et la culture, notamment ce projet d'envergure relatif à la restitution des biens culturels au Bénin par la France. Des actions se mènent de part et d'autre pour sa concrétisation. Tout part comme sur des chapeaux de roue, nous dira le chroniqueur Moïse Dossoumo. Clément Attiadé reçoit dans la deuxième partie le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, Arnaud Akakpo, sera avec nous, mais en direct au téléphone. Il s'agira de faire des projections sur la relance de l'économie béninoise, les perspectives après la crise sanitaire de la Covid-19 qui a sans doute engendré une crise économique. Notre pays va-t-il réussir à se réveiller? Que prévoit la CCIB pour la bonne santé des entreprises béninoises? À suivre l'intervention de notre invité au téléphone. Bien avant, avec un autre qui nous vient du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, on reviendra sur la dernière décision du gouvernement de mettre temporairement un terme à l'importation des œufs de consommation. Elle est applaudie par les agriculteurs béninois qui se disent en mesure de satisfaire la demande du marché. Mais nous autres ici allons apprécier les raisons qui soutiennent la décision des autorités et voir le dispositif mis en place pour accompagner les promoteurs avicoles. Dr Yao Akpo est le premier invité du jour sur Actu Matin. On le reçoit juste après le forum qui sera animé ce matin par Wahab Alipara et Moïse Dossoumo. Merci d'être avec nous. On gâte le coin, prêt à enflammer la piste avec qui on va gâter le coin. Hey, je me préservatif, le party est lancé, les meufs sont chaudes, toujours protégés, qui se le show. Sourire de vainqueur, un regard protecteur qui toujours à 6% de protection, ce soir il y aura plus de supposition. Y a pas de supposition, juste la loi de l'attraction. Ce soir on est classé, fâché, glacé, kiss, toujours protégé. Kiss, toujours avec moi. Toujours sexy, toujours protégé. Allez, l'info matinale sur Actu Matin, c'est avec vous, Wahab Alipara. Oui, bonjour Christian et bonjour à tous. Les premières informations ce matin nous viennent de Fraternité, le quotidien de Ménotin qui titre ce matin « Le maire Charlemagne Nyankoti à cœur ouvert. Porte-Novo a été longtemps abandonné et maltraité. Le premier citoyen de la capitale du Bénin dresse l'état des lieux de la terre des Aïnovi. Covid-19 au Bénin, le transport en commun mise à rude épreuve. Et puis Rodrigue Agbossou, secrétaire général SCCTB, apprécie la situation. Deux promoteurs de boîtes de nuit font les frais du non-respect des gestes barrières. C'est à retrouver à la page 4 du quotidien Fraternité. Opportunité avec les blogs et autres réseaux sociaux. La direction de SOS Village d'enfants attire l'attention des jeunes. Gestion de la presse béninoise. Le ministre Alain Roula échange avec l'ODM. Sur des chapeaux de roue, c'est le titre de la chronique signée ce matin, Moïse Dossoumo. À la une maintenant de la Nation, impact du Covid-19 sur l'économie nationale, les secteurs d'activité les plus touchés. Audience au ministère de la Communication, le FADEM et l'ODM au cabinet du ministre Alain Orunla. Libération à présent coronavirus, le gouvernement explique l'augmentation du nombre de décès. Baccalauréat 2020, les résultats attendus pour le 12 août prochain. Le challenge présidentiel de 2021, l'absolue candidature de Patrice Talon, gouvernance et meilleure performance. Le président Louis Vlavonou et les députés mettent les entreprises publiques au pas.
Matin libre, Alessandre Ntondi à propos du futur parti de l'opposition, les démocrates, c'est déjà là. Parakou, à 2 semaines de la Tabaski, les moutons attendent les acheteurs. L'autre quotidien à présent, performance économique sous la gouvernance de Talon, le Bénin préserve et conforte ses acquis. Municipalité de Cotonou, Romain Arwandinou effectue une descente de terrain. Et puis dans le zoo, 7082 candidats à l'assaut du premier diplôme universitaire. Nord-Sud quotidien, port autonome de Cotonou, des navires de nouvelle génération accostent. Et puis entreprise publique, les innovations de la nouvelle loi à retrouver dans les colonnes de Nord-Sud quotidien. Le matinal à présent, interdiction de l'importation des œufs de consommation au Bénin. Le MAEP, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, clarifie application de la loi sur les sachets plastiques non biodégradables. La répression démarre en octobre, c'est pas loin, hein? Le meilleur quotidien, le meilleur. Théophile Yaro à propos de l'invalidation du siège d'un conseiller FCBE à Parakou. Aboubakar Yaya n'est pas auteur du recours contre Ousmane Traoré à la Cour suprême. Tombola des factures normalisées de la Direction générale des impôts, les 100 nouveaux gagnants du tirage du 17 juillet 2020 connus. La presse du jour, réforme des entreprises publiques en République du Bénin. L'Assemblée nationale adopte une loi majeure. Interdiction temporaire d'importation des œufs de table au Bénin. Voici les raisons qui motivent la décision du gouvernement. Soleil Bénin Info au sujet de la réforme du système partisan au Bénin, le réquisitoire de maître Ernest Akwesson. La robe noire fait des propositions pour faire avancer les choses. Assemblée nationale, de nouvelles règles de gestion des entreprises publiques adoptées. Info Plus, l'autorité nationale du Bénin, une taxe de 15% instaurée sur les gains. La Cour constitutionnelle sur l'interdiction des marches à Parakou, une si belle décision de gâchis, s'exclame le journal. Le municipal, pour finir, doter le Bénin d'une décentralisation effective pour impulser le développement local. L'autre défi de la rupture. Et puis Covid-19, l'urgence d'impliquer les communes dans la riposte à la pandémie. Une réflexion du maire de Djougou, Malik Seibou Gomina. Création d'un guichet FADEC, hygiène et assainissement de base. La NCB fait le plaidoyer à l'endroit de l'État et des partenaires techniques et financiers. Voilà, Christian, un tour rapide des parutions ce matin avec Fraternité qui revient donc sur, je dirais, les propos du maire de Porto-Novo. Justement, Charlemagne Nyakoti, le maire de Porto-Novo, qui s'est exprimé à travers un entretien accordé au quotidien Fraternité, le journal de Ménotin. Porto-Novo a été longtemps abandonné et maltraité. Ce sont là ses propos. Et à la question de savoir comment se porte la mairie de Porto-Novo. On rappelle que Porto-Novo, c'est la capitale du Bénin. Eh bien, il déclare ceci. Globalement, ça ne va pas fort. Il y a beaucoup de besoins pressants. Les travailleurs manquent d'équipement et de matériel de travail. La plupart des agents travaillent avec leur propre ordinateur. Le plus important pour la nouvelle équipe, c'est de corriger tout ça. En tout cas, beaucoup d'ambition pour le nouvel maire et son équipe. Allez lire donc en page 2 et 3 du quotidien Fraternité ses propos, ses explications et ses ambitions dévoilées dans le journal. On va y revenir en fin d'édition avec Assiomo qui nous présentera la revue de presse. Allons voir ce que nous aurons dans le mini-journal et c'est avec vous Ingrid Der. Mise en garde formelle à l'endroit des importateurs d'œufs de consommation. Le directeur de l'élevage était ce mardi face aux hommes des médias pour clarifier la situation. Vous aurez les détails dans quelques instants. À suivre également l'inauguration d'un marché de type moderne à Rainville dans la commune d'Alada. C'est le Japon qui a financé les travaux de construction depuis 2005.
Le ministre d'État chargé du plan et du développement l'a inauguré hier. Voilà, le développement, ce sera juste après la chronique de ce matin, une chronique signée le chroniqueur Maison Moïse Dossoumoun qui nous renvoie donc sur les traces de ce projet de restitution des biens culturels au Bénin par la France. Il nous parle de ce projet qui serait sur des chapeaux de roue. Le développement, c'est tout de suite. Alerte! Vous avez 60 ans et plus ou bien vous souffrez d'une affection chronique? Ceci vous concerne. Le coronavirus fait des ravages, surtout dans les rangs des personnes âgées. Pour vous protéger, respectez les consignes. Pratiquez l'auto-isolement. Ne sortez de chez vous que pour cause de nécessité absolue. Il y va de la préservation de votre vie. Voilà, c'est la chronique Nation ce matin. Bonjour Moïse. Bonjour Christian. Madame, Monsieur, bonjour. La bonne foi d'Emmanuel Macron est établie. Il vient de mettre le pied sur l'accélérateur. Le mercredi 15 juillet dernier, il a fait valider par le Conseil des ministres de son pays le projet de restitution de biens culturels au Bénin et au Sénégal. Reste l'étape décisive de l'Assemblée nationale où le projet de loi relatif sera incessamment soumis au vote. En décembre 2017, le chef de l'État français a fait cette promesse aux Africains lors d'une visite à Ouagadougou. Près de 3 ans après, il s'est décidé de passer à l'action. La sensibilité du dossier en est pour quelque chose. En effet, les biens dont il s'agit sont considérés comme des propriétés de l'État français, bien qu'ils y aient été acheminés par des procédés peu catholiques. Il fallait donc engager la procédure idoine pour que ces trésors retournent à leur place initiale. Ce sera chose faite dans moins d'1 an. Depuis que Patrice Talon a manifesté au nom du peuple béninois la volonté de récupérer ces précieux objets, les lignes ont commencé par bouger. La posture favorable d'Emmanuel Macron a facilité les choses. La visite au Bénin en décembre 2019 de Franck Riester, ministre français de la Culture, participe de cette dynamique. Le programme de travail commun signé à cette occasion fait office de chronogramme pour les deux parties. 2 mois plus tard, Aurélien Agbenossi et Jean-Michel Abimbola, respectivement, en charge des affaires étrangères, du tourisme, de la culture et des arts, se sont retrouvés dans l'Hexagone pour contempler les 26 œuvres devant faire l'objet de restitution par la France. À ce niveau également, des engagements ont été pris de part et d'autre et tout porte à croire que chaque partie s'évertue à respecter les siens en vue d'un aboutissement heureux de ce processus. Puisque les deux États parlent désormais d'une même voix, l'audience accordée vendredi dernier par Jean-Michel Abimbola à Véronique Brumeau, ambassadeur de France au Bénin, est tombée à pic. Elle fait suite à la transmission par le gouvernement français du projet de loi autorisant la restitution des biens culturels au Bénin et à la France. L'occasion était donc propice pour faire le tour des actions menées dans le cadre de la coopération entre le Bénin et la France sur le plan culturel. Confiant à la démarche d'Emmanuel Macron, les autorités béninoises prennent acte de cette importante démarche administrative et gardent leur regard tourné vers le Parlement français pour l'examen et le vote de cette loi. À son tour, le Bénin rassure de la mise en place d'un dispositif réglementaire et légal, la mobilisation des ressources humaines de qualité et la mise en place des infrastructures adéquates. Sur ce coup, il faut retenir que le Musée international de la mémoire de l'esclavage, le bâtiment du gouverneur et le fort portugais, actuellement en érection à Ouidah, serviront de réceptacle pour les 26 œuvres culturelles. L'évolution des travaux lancés depuis quelque temps laisse présager de la qualité de ces infrastructures. La formation des guides des musées et des conservateurs se poursuit afin que toutes les pièces du puzzle se rassemblent une fois les trésors de retour au pays. Il y a quelque temps en arrière, le Bénin donnait très peu d'assurance quant à sa capacité à recevoir et à conserver des biens culturels jalousement gardés en Occident. Le grand retard est en train d'être rattrapé et c'est tant mieux pour notre pays qui a élevé son niveau et renforcé son expertise
dans le domaine du patrimoine culturel. Jean-Michel Abimbola peut se frotter les mains, la machine tourne à plein régime. La machine tourne désormais à plein régime, c'est votre conclusion. Merci pour cette réflexion, Moïse Dossoumo. Vous restez en plateau. On va vous retrouver dans un instant pour le débat du jour avec Wahab Ali Para. Ce sera au forum de discussion, le mini-journal. Parce que votre bien-être et votre satisfaction sont notre raison d'être. Parce que nous tenons à la qualité. Nous sélectionnons pour vous les meilleures semoules de blé dur, des pures souches traditionnelles de blé dur au monde. Nous mettons à votre disposition tout notre savoir-faire dans la production de nos pâtes alimentaires pour vous offrir cette texture tendre et unique, cet arôme subtil et cette saveur unique que vous aimez tant des spaghettis et macaronis Matanti. Matanti uniquement. Allez, des images à voir pendant les prochaines minutes. Interpellation ultime et mise en garde formelle à l'endroit des importateurs d'œufs et de consommation. Le directeur de l'élevage était ce mardi face aux hommes des médias au sujet du communiqué interministériel en date du 16 juillet 2020 relatif au sujet. Il était question de clarifier les contours de même que les tenants et les aboutissants de cette interdiction. Je vous propose ici de suivre un extrait de ses propos. Il a constaté depuis quelques semaines la circulation sur les marchés béninois des œufs de table introduits frauduleusement par des importateurs et commerçants au mépris des dispositions réglementaires en vigueur. Ce faisant, les auteurs de ces importations font courir à notre pays des risques sanitaires, hygiéniques et de pertes économiques. Sur le plan sanitaire, des risques sont encourus aussi bien par les consommateurs que par les animaux. Chez l'homme, les œufs incriminés n'étant pas soumis à une inspection de salubrité constituent des vecteurs de maladies et peuvent être à l'origine de divers troubles chez le consommateur avec des conséquences sur la santé publique. Chez les animaux, surtout chez les volailles, celles industrielles, c'est-à-dire la poule pondeuse, le poulet de chair, mais également les volailles traditionnelles, ces volailles sont menacées de grippe aviaire. Sur le plan économique, il est observé une mévente des œufs produits localement. En effet, pour les œufs importés, le prix de vente d'un plateau de 30 œufs varie de 1200 à 1400 francs CFA suivant le calibre, soit une baisse de 300 à 500 francs CFA en comparaison au prix de vente des plateaux d'œufs produits localement, qui varie entre 1500 et 1900 francs CFA. Ce phénomène pourrait à terme annihiler les efforts consentis par le gouvernement en matière de promotion de la filière des œufs de consommation à travers notamment le programme national de développement de la filière œufs de table. De l'arrêté interministériel numéro 2005-3085-MAEP-LICPE-MSP-DC-LGM-DE du 13 décembre 2005 portant interdiction temporaire d'importation, de distribution et de transit des volailles, parties de volailles, poussins d'un jour, œufs et aliments de bétail en provenance des pays infectés de grippe aviaire. En tout état de cause, les corps de contrôle à divers niveaux ont été instruits aux fins de redoubler de vigilance
dans l'application des différents tests cités ci-dessus, aussi bien aux frontières que sur toute l'étendue du territoire national. Voilà, nous reviendrons sur ce point de presse du directeur de l'élevage. Il sera d'ailleurs avec nous en plateau tout à l'heure autour de 8h05. C'est notre invité du jour. L'arrondissement de Rainville dans la commune d'Alada dispose désormais d'un marché moderne, Ingrid Day. Effectivement, Christian, c'est un marché construit sur financement du Japon depuis 2005. L'infrastructure a été inaugurée ce mardi par le ministre d'État chargé du plan et du développement. Cette inauguration consacre également le lancement officiel des activités marchandes. Les détails dans ce reportage de Clément Achari. Le ruban de l'infrastructure marchande étant coupé, voici le nouveau lieu d'échange commerciaux devant désormais servir les populations de Rainville environ dans la commune d'Alada. Mais avant cette coupure symbolique de ruban, cette cérémonie protocolaire présidée par le ministre d'État consacre le lancement officiel des activités marchandes. À cette occasion, les autorités locales ont témoigné leur reconnaissance au chef de l'État Patrice Talon, qui a œuvré pour que ce marché construit depuis 2005 soit enfin mis en service. La mise en service de ce joyeux est la concrétisation d'un vœu cher à tout le conseil communal d'Alada de constater enfin l'effectivité du démarrage des activités économiques dans ce marché. Mes propres recommandations allant dans le sens d'une certaine sectorisation du marché, c'est-à-dire regrouper les vendeurs en fonction de leurs marchandises afin de les contenir coûte que coûte dans l'enceinte. Toute chose constituant, à mon humble avis, un gage de discipline et de sécurité pour les uns et les autres. L'infrastructure marchande est réalisée grâce à la coopération bénino-japonaise. Le marché donne une possibilité à la commune d'améliorer les recettes fiscales grâce à l'augmentation de l'activité économique locale. À l'occasion de ce lancement qui apporte une bouffée d'oxygène à l'économie locale de Rainville environ, le représentant de l'ambassadeur du Japon au Bénin a réaffirmé l'engagement de son pays aux côtés du Bénin pour la réalisation de ce projet de développement. Il est important donc pour le Japon que le programme soit exécuté à bon escient et contribue réellement à améliorer la vie des populations béninoises. Cela va générer à coup sûr des motifs de satisfaction susceptibles de raffermir davantage les relations entre nos deux pays. Le gouvernement et la population d'Alada expriment leur reconnaissance au Japon pour le soutien à cette infrastructure et de façon plus générale à l'assistance qui est accordée à notre pays. J'espère donc que la mise en service de ce jour permettra de stimuler l'économie locale tout en augmentant les possibilités d'emplois locaux pour les jeunes et les femmes. Avant son retour à Cotonou, le ministre d'État accompagné des députés de la zone et les autorités communales ont fait le tour du marché qui, dès le premier jour, s'anime déjà avec de nombreux articles et produits alimentaires. Le président de l'association de développement de Rainville, tout en remerciant le Japon et le gouvernement, a promis de travailler avec des jeunes pour veiller au développement de ce nouveau lieu d'échange commerciaux. Après plusieurs mois de travaux, les directeurs généraux à divers niveaux du ministère de l'Industrie et du Commerce marquent une pause pour faire le point à mi-parcours du plan de travail annuel au 30 juin 2020 de leur département ministériel. Il faut noter que le contexte de la pandémie du coronavirus a eu d'importants impacts sur le rendement du ministère. Le point dans son reportage de Teddy Goudalo, présenté ici par Songo Kanya Songo. Après 6 mois d'exécution du plan de travail annuel au titre de l'année 2020, les responsables à divers niveaux du ministère de l'Industrie et du Commerce procèdent à l'évaluation à mi-parcours de l'ensemble des actions menées. Il en ressort avec le contexte sanitaire actuel que le PTA exécuté à la date du 30 juin ne comble pas les attentes. En raison des mesures restrictives liées à la pandémie, l'exécution du PTA du premier trimestre, gestion 2020 du ministère, n'a pas été très active. Il est temps de mettre l'accélérateur et il faut mettre l'accélérateur. Il faut mettre l'accélérateur et à cet effet, les cadres du ministère de l'Industrie et du Commerce ont la noble responsabilité
de dégager les résultats auxquels l'exécution du PTA 2020 a abouti et de formuler les recommandations visant à amoindrir les obstacles. Je voudrais nous exhorter à associer davantage la raison, marque de réalisme, à nos rêves respectifs de développement du secteur. Cela contribuera sans nul doute à faciliter les échanges et à nous conduire au thème des travaux à des résultats probants. Au thème des travaux préparatoires du présent atelier, il ressort que le PTA du ministère a été exécuté à 29,07%, base engagement, et sur une base ordonnancement de 17,77% à la date du 30 juin 2020. Dans le cadre de cet atelier, il s'agira de procéder à la validation du niveau atteint par les indicateurs, d'analyser les difficultés qui ont jalonné l'exécution du PTA, bien sûr hors Covid-19, pour être réaliste et savoir où mettre l'accélérateur. Prendre les dispositions nécessaires en vue de la réalisation de performances meilleures en fin d'année budgétaire 2020. Le ministre de l'Industrie et du Commerce sait pouvoir compter sur ses collaborateurs afin que les objectifs fixés pour les assises soient véritablement atteints. Les travaux ont duré moins de 24 heures, assortis d'un rapport validé par les participants. Et voilà, et nous sommes à quelques jours de la célébration des 60 ans d'indépendance de notre pays, le Bénin, et Cotonou la Grande fait sa toilette. C'est à travers une opération ville propre déclenchée par les autorités de la ville depuis hier. Il a été question de sensibiliser les populations sur la nécessité de débarrasser la ville des épaves qui la salissent. L'opération a été conduite par l'adjoint au maire de Cotonou, Randis Romé Awandinou. Nassi Salosé, Henri Ganti. Je suis venu vous dire de m'aider parce que je vous aide. Randis Romé Awandinou, un messager pour la propriété de la ville de Cotonou, à quelques jours des festivités du 60e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Vous savez que nous avons un chef de l'État qui ne parle pas, mais a donné des instructions fermes. Des instructions fermes venues du haut pour donner à Cotonou une image digne de vitrine d'un pays. Et à pied, sous le soleil et sa chaleur caniculaire, l'autorité municipale a arpenté les principales artères de la ville. Point de départ de cette croisade, le marché d'Antokpa, un des nids de l'indiscipline et de l'incivisme. Il est question pour nous d'enlever tout ce que nous avons comme épave, détritus et tout ce qui encombre les chaussées et les terre-pleins centrales. Tout comme le plus grand marché du Bénin, les artères stratégiques de Cotonou ont aussi reçu la délégation de la municipalité. Les propriétaires et autres tenanciers des boutiques longeant ces artères ont été sensibilisés par le maire intérimaire sur la nécessité de garder leurs devantures propres. Les grosses œuvres déjà sont en train d'être réalisées par le pouvoir central. Et la mairie a le devoir de l'accompagner. Toutefois, l'apôtre circonstanciel de la propriété s'est félicité de quelques constats rassurants. Des boulevards propres et débarrassés de toute épave, des trottoirs bien dégagés pour le passage des piétons, bref, des motifs d'espoir pour l'opération de salubrité à Cotonou. Les descentes de part et d'autre de la police municipale, de la police républicaine, a montré effectivement que les citoyens essayent de s'adapter au rythme que l'autorité suprême est en train d'imprimer. Mais pour les poches de résistance, l'autorité promet la répression pour les jours à venir. D'ailleurs, l'un de ses administrés indélicats fait les frais des dispositions de la loi en marge de cette opération. Son véhicule garé sur le terre-plein central a été tracté par les agents de la police républicaine. En bref et en images, renforcement des capacités des membres du Conseil national du dialogue social. 3 ministères sont concernés par cette formation qui se tient depuis hier à l'Infosec de Cotonou. Il s'agit des ministères de l'Intérieur, de la Sécurité publique, du ministère des Affaires étrangères et celui de la fonction publique. Les travaux vont durer 3 jours. Très bien. Et puis parlons cette fois-ci de la plateforme des organismes de volontariat du Bénin qui organise depuis hier une campagne de sensibilisation des populations sur la Covid-19.
Cette initiative est orientée vers les couches les plus vulnérables des marchés à qui il a été fait don de masques et de dispositifs de lave-mains. Le lancement s'est déroulé à Cotonou et en présence de Ali Moumouni. Stop Covid-19. Les volontaires se lancent aussi dans le combat contre la pandémie. La plateforme des organismes de volontariat du Bénin engage une opération de sensibilisation itinérante à Cotonou pour contribuer à lutter contre la propagation du coronavirus. Les volontaires sont les premiers à intervenir en matière de crise. Et face à la crise actuelle de la pandémie de coronavirus, nous avons l'obligation d'intervenir. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés à observer. Mais comme on dit qu'ensemble on est plus fort, il était quand même important que nous nous réunissions autour de cette cause-là pour mener des actions collectives. Et c'est à ce titre-là que nous sommes réunis aujourd'hui. C'est donc parti pour 2 jours de sensibilisation des couches les plus vulnérables. La campagne prendra en compte les localités périphériques du marché d'Antokpa, les parcs auto et motos des quartiers environnants et, vu le contexte, quelques centres de composition du baccalauréat. Il ne sera jamais de trop de rappeler les gestes barrières, de même que les réflexes utiles recommandés par le gouvernement à travers le ministère de la Santé pour se protéger et protéger les autres contre le Covid-19. Il s'agit surtout de se laver régulièrement les mains en utilisant du savon et de l'eau ou une solution hydroalcoolique. Respecter la distanciation sociale d'1 mètre entre personnes et éviter les attroupements. En cas de toux ou d'éternuement, se couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude ou avec un mouchoir et porter un cache-nez. Rester en isolement en cas de doute sur sa santé. L'opération de sensibilisation sera suivie de dons de dispositifs de lave-mains, du savon liquide, du gel hydroalcoolique et des cache-nez. Après le lancement, les volontaires se sont rendus au marché Saint-Michel dans le 7e arrondissement de Cotonou. La situation, le bien-être de tout un chacun importe à toute la plateforme, d'accord, à toutes les organisations de la société civile. Et c'est vrai que les femmes sont plus sur les sites que nous avons identifiés. Mais retenez avec nous que c'est également ces femmes-là qui sont mères, qui sont éducatrices. Et donc par elles, le message pourra aller atteindre un plus grand nombre. Il est également prévu une action à l'endroit des apprenants et du personnel du Centre des aveugles et amblyopes de Segbeya à la rentrée prochaine. Assiobon Kagny Assiobon nous revient et cette fois-ci pour nous parler de l'Assemblée générale élective des créateurs de mode béninois. Au thème des débats et après approbation des bilans du bureau sortant, les membres de l'Association des créateurs de mode béninois ont porté leur choix sur Félicien Holonou pour présider le bureau. Le nouvel élu nourrit déjà des ambitions pour faire la promotion de la création de mode béninois. La rencontre a eu lieu ce lundi. Une nouvelle figure de la mode béninoise pour présider désormais l'Association des créateurs de mode du Bénin. Félicien Holonou, connu sous le pseudonyme Casterman. Élu lors de l'Assemblée générale élective tenue le lundi 20 juillet, il est à la tête d'un bureau de 7 membres. À peine élu, Casterman définit ses priorités pour les 5 ans de mandat non renouvelable à faire. À l'unanimité, les collègues ont porté leur voix sur moi. Je dois mouiller le maillot pour vraiment amener notre association au-delà de l'imagination, faire la promotion de la jeune génération à venir. Facile à gérer désormais, c'est de la cernie. C'est de la cernie et de faire plein de formations. On va sensibiliser la jeune génération à beaucoup travailler avec eux pour leur dire désormais c'est du sérieux. Félicien Holonou Casterman succède à Charlemagne Amoussou Lolo Andoche, dont le bilan en 2 mandats de 2 ans chacun est applaudi par ses confrères. Il veut travailler à montrer aux décideurs les capacités des créateurs béninois. Faire la promotion de la jeune génération à venir, prouver aux dirigeants de ce pays qu'on est vraiment utile à beaucoup de choses, qu'on n'est plus obligé
d'aller commander des tenues du gouvernement ou des tenues de l'administration. Je prends de façon pêle-mêle l'uniforme des policiers et tout. Désormais, ça pourra se gérer chez nous. Dans sa nouvelle responsabilité, Casterman peut compter sur le soutien de son collaborateur Oslo Nassia Diakidje, élu au poste de secrétaire général. J'ai vu une association forte, une association qui s'est réunie autour des idéaux et non autour d'un homme ou des hommes en particulier. Nous aimons ce qu'on fait et c'est beaucoup plus ce qui nous a amené à nous mettre ensemble pour aller plus loin. Félicien Kolonou Casterman veut travailler de sorte à continuer les initiatives de son prédécesseur. Et pour réussir, il compte sur tous les créateurs de mode de l'association. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Actu Matin. Merci à vous, Ingrid. Très bonne journée du mercredi. L'information revient tout à l'heure quand il sonnera également à 13h sur Canal 3 Bénin. Prenez le rendez-vous avec la rédaction. Nous observons la pause. Juste après, ce sera le forum. Alerte coronavirus. Le coronavirus est une maladie respiratoire grave qui se manifeste notamment par une toux sèche, le rhume, une forte fièvre, des difficultés respiratoires. Si vous ressentez l'un quelconque de ces symptômes, que faire? Restez chez vous et appelez immédiatement le SAMU au 95 36 11 04 ou au 95 36 11 02 pour être pris en charge gratuitement. Attention, ne sortez pas. Attendez que les agents viennent à vous. N'allez pas dans une structure de santé, ni dans une pharmacie, ni chez votre médecin traitant. Vous contribuez ainsi à maîtriser la pandémie. Vous êtes de nationalité béninoise, vous êtes âgé de 18 à 40 ans, vous êtes titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur, bac professionnel, BTS ou DUT, licence professionnelle ou DTS, master ou ingénieur, vous êtes en quête d'un emploi ou d'une bonne expérience en entreprise en vue de votre insertion professionnelle, vous êtes immédiatement disponible, vous pouvez faire partir des 2000 bénéficiaires pris en charge chaque année par le gouvernement à travers le programme spécial d'insertion dans l'emploi. Pour ce faire, rendez-vous sur le site www.psie.bj. Remplissez les champs destinés aux candidats à l'emploi, inscrivez-vous et soumettez votre dossier. La suite réservée à votre dossier vous sera notifiée par SMS, par mail ou sur votre compte utilisateur PSIE que vous êtes invité à consulter fréquemment. Nous prenons des mesures de sécurité pour vous et pour nous. Face au Covid-19, LBM Syste Location de Voitures vous protège. Nous mettons un point d'honneur sur le respect des consignes par nos conducteurs. Nos véhicules sont systématiquement désinfectés avant et après chaque mission. Faites-nous confiance. Votre sécurité, notre préoccupation. Syste LBM Location de Voitures, contact 60 60 60 63. LBM. Le carrefour des grandes marques. 40 au programme ce matin, juste après notre forum, eh bien, nous recevrons un invité, Dr Yao Akpo. Il est le directeur de l'élevage. Avec lui, on reviendra sur l'actualité liée à l'interdiction d'importation des œufs de consommation en République du Bénin. On parle d'une interdiction temporaire et pourquoi donc. Nous aurons les raisons avec notre invité. Clément Tchadé, dans la rubrique économie, recevra Arnaud Akapo. Il est le président de la Chambre de commerce et
l'industrie du Bénin. On l'aura au téléphone. On parlera donc de l'impact négatif de la Covid-19 sur l'activité économique. Quel plan de relance pour la CCIB? Nous aurons des précisions. Revenons donc à cette réglementation commerciale chez nous, l'importation des œufs de table interdite. On va recueillir les avis des débatteurs, Wahab Alikpara et Moïse Dosoumou, qui sont en plateau. C'est une décision du gouvernement traduite par la prise d'un arrêté interministériel qui interdit depuis le 16 juillet 2020 l'importation temporaire des œufs de consommation. Les œufs que nous avons sur nos tables au petit déjeuner, eh bien, nous sommes appelés à consommer tout ce qui est produit localement. Moïse Dosoumou, une bonne nouvelle pour les producteurs locaux? Évidemment, c'est une bonne nouvelle. Quand on connaît un peu cette denrée-là, quand on voit le temps que ça met justement à ne plus être consommable, je pense qu'il était temps qu'on en vienne à là. Même sur le plan local, il y a plein d'initiatives justement de producteurs qui fabriquent au quotidien ces genres de fleurs. Donc il vaut mieux justement prioriser cette consommation locale au lieu de faire appel à ceux qui viennent de l'extérieur. Les importateurs, certes, ils font des affaires et ils gagneraient aussi à s'investir sur le plan local en tant que producteurs. Ça ne fait que booster justement notre économie. Un secteur de l'activité économique qui prend par là un coup, lorsqu'on se réfère donc aux importateurs, ceux-là qui ont ouvert leurs activités sur l'extérieur. Oui, un peu comme on dit, on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. C'est un peu le schéma qui se dessine, bien qu'on parle des œufs ce matin, n'est-ce pas? C'est l'activité économique qui est bouleversée chez les importateurs, mais il faut comprendre qu'il y avait urgence depuis fort longtemps qu'on puisse prendre cette décision. Et la décision aujourd'hui, il y a encore plus de raisons, n'est-ce pas, de prendre une décision pareille. C'est quoi? Premier aspect, nos éleveurs locaux ont plein d'initiatives que l'État central devrait accompagner. Et je pense que l'occasion se présente cette fois-ci et ça fait une chance, une opportunité davantage à nos producteurs et éleveurs locaux. Deuxième aspect, c'est que le problème qui a mené le gouvernement à prendre cette décision, c'est la question sanitaire. Il se trouve que les œufs importés ne font pas objet de toutes les analyses nécessaires, de tout le contrôle sanitaire nécessaire avant de se retrouver dans nos plats. Par conséquent, on court un grand danger. L'humain court un danger. Les poulets locaux que nous avons, qui vont brasser, ce brassage-là entre les poulets locaux, les poulets importés et autres, peuvent avoir le mal. Donc, c'est un véritable problème. La grippe aviaire est là, n'est-ce pas? C'est un danger pour l'humain. Et qu'il y a même possibilité d'une contamination entre, l'animal et le consommateur. Donc, je pense que l'occasion est bien choisie, bienvenue pour le gouvernement de prendre une décision pareille, quitte maintenant à voir la capacité, n'est-ce pas, des producteurs locaux à satisfaire le marché. Vous avez des craintes par rapport à cette capacité-là, Moïse Dosoumou? Non, il n'y en a pas. Vous êtes certain? Il y a tellement d'initiatives dans ce sens-là, tellement. Même dans la seule commune d'Abomey-Calavi, il y a tellement de fermes, tellement de producteurs, tellement de... Je ne pense pas. Je ne connais pas les chiffres, les besoins de consommation au plan national. Mais je ne pense pas qu'ils soient incapables de satisfaire la demande. Alors, si on se réfère un peu au prix, on parle du rapport qualité-prix. Si on se réfère un peu au prix, quand il s'agit du plateau de importé sur le marché, c'est autour de 1200, 1400 francs. Mais lorsque vous allez vers les plateaux produits localement, on dit que c'est entre 1500 et 1900 francs CFA. Alors, le consommateur, il préfère aller le consommateur d'ordinaire fait beaucoup plus le choix de la quantité, n'est-ce pas? Et dans le cas actuel, fait beaucoup plus le choix plutôt
du prix qu'il a à payer pour le nombre sans regarder pour autant la qualité. Je pense qu'il y a nécessité de choisir le local, comme on dit, consommons local, parce que la qualité y est. Et la question que vous faites tout à l'heure à Moïse Dosoumou, de savoir si les producteurs auront cette capacité à satisfaire le marché, moi je n'ai pas grande inquiétude à ce niveau. Et je pense que c'est une évaluation même des producteurs locaux, en ce sens que par le passé, n'est-ce pas, ils avaient boudé, ils ont fait des plaidoyers, ça n'a pas marché, ils ont boudé, de manière à ce que on puisse stopper l'arrivée, donc l'importation, l'arrivée sur le territoire national des œufs de l'étranger, estimant que eux-mêmes producteurs locaux ont cette force-là, ont des initiatives pour pouvoir satisfaire le marché local. Donc je pense que aujourd'hui c'est une chance pour nos producteurs, c'est une opportunité qui s'offre à eux de manière à ce qu'ils puissent démontrer de quoi ils sont capables. Voilà, une chance pour nos producteurs. À propos de la cherté des œufs, je pense qu'il y a du ressort du gouvernement justement d'assister beaucoup plus les producteurs. Parce que si les œufs locaux coûtent cher, c'est certainement à cause des intrants, de ce que les gens y mettent comme investissement pour pouvoir avoir les œufs finis. Donc si le gouvernement peut faire un effort pour alléger un peu le coût, bien voir un peu revoir la taxation, je pense que les œufs locaux aussi vont coûter moins cher. Et nous allons en produire en abondance pour espérer un jour aussi exporter nos œufs vers l'étranger. Abordons le deuxième sujet de ce matin. 2 promoteurs de boîtes de nuit devant la justice depuis quelques jours pour avoir violé les mesures restrictives en vigueur en République du Bénin dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus. Moïse Dosoumou, les habitudes ont la peau dure chez nous malgré les sensibilisations. Oui, c'est tant pis pour les 2 qui ont été pris. On ne peut pas avoir de compassion pour eux. Parce que cette affaire-là, il ne faut pas qu'on voit ça comme un truc qui est très loin de nous. C'est très proche. Ça nous entoure au quotidien. On ne s'en rend même pas compte. Nous sommes constamment au contact de ce virus-là. Et je pense que, le moins qu'on puisse faire là, c'est de faire attention nous-mêmes. C'est de militer pour les gestes barrières. Parce que ceux qui ont souffert de cette affaire-là, quand ils vous racontent leur calvaire, vous avez mal pour eux. Il ne faut pas qu'on banalise cette affaire-là. C'est vrai que quand on dit de fermer les bars, les maquis et tout ça, les boîtes de nuit, comme c'est le cas d'espèce, il y a de l'argent qui ne rentre pas, c'est certain. Il y a des difficultés économiques, c'est vrai. Mais c'est le jour qui succède à la nuit. Il vaut mieux faire ce sacrifice maintenant et préserver sa vie. Mais quand on veut violer ces mesures et qu'on va rencontrer la mort, l'argent qu'on va chercher là, c'est dans la mort qu'on va l'utiliser? Je ne pense pas. Il vaut mieux rester en galère encore quelques temps, quelques jours, quelques mois, et vivre après, profiter justement des fruits de son travail, plutôt que de vouloir braver coûte que coûte les mesures barrières. Et là encore, c'est qu'on ne se met pas soi-même, on se met non seulement soi-même en difficulté, mais également ceux qui viennent, leurs familles, leurs proches et tout le reste. Quand vous voyez toutes ces chaînes de propagation, il faut faire très attention, respecter les gestes barrières, ne pas aller justement dans ces endroits-là. Même s'il y en a qui vont continuer à s'entêter à ouvrir clandestinement, il vaut mieux que le public qui est habitué n'y aille pas pour préserver sa santé. Mais là, est-ce que nous ne sommes pas dans une situation de deux poids, deux mesures? Lorsqu'on donne l'autorisation aux promoteurs de bars, lorsqu'on donne l'autorisation aux maquis et autres, et qu'à côté, il y a ceux-là qui sont promoteurs de boîtes de nuit et qui ont besoin également d'avoir des clients et de se faire un peu d'argent. Non, je ne suis pas d'accord. J'ai fait le constat selon lequel beaucoup d'opérateurs économiques ont fini par se reconvertir et à diversifier leurs activités, n'est-ce pas, étant donné qu'il y a le coronavirus et que les impositions des gestes barrières, des mesures restrictives, n'est-ce pas, ont bouleversé, je dirais, leur source de revenus et a donc une conséquence plutôt sur l'économie nationale et même l'économie locale. À ce niveau, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne savais même pas qu'au Bénin, il y a beaucoup qui font l'option du suicide. Parce que pour moi, c'est du suicide. Oui, quelqu'un prend l'initiative d'ouvrir sa boîte de nuit parce que ça lui rapporte, mais moi-même, client, n'est-ce pas, oui, passionné, comment dire, des fêtes, etc., je prends l'initiative de me mettre en danger. Aujourd'hui, nous avons 12 départements au Bénin et il est constaté, n'est-ce pas, par les chiffres donnés par le ministère de la Santé, oui, entre-temps, que tous les départements, sans exception, peut-être il y a des villes ou des villages qui n'ont pas encore enregistré de cas, n'est-ce pas, mais tous les départements, sans exception, ont déjà au moins un cas. C'est déjà grave.
au moins un cas. Nous sommes à 31 décès à la date du 17 juillet dernier, si je m'en tiens aux chiffres donnés par le ministère de la Santé. Et par conséquent, on devrait tenir compte de ce que le danger est toujours là. On n'a pas encore fini de régler ce problème et que des individus, en dépit de toutes les sensibilisations, de toutes les interdictions, bravent l'autorité de l'État et continuent d'ouvrir les boîtes de nuit. Pour moi, tant pis pour ces deux individus qui se sont laissés prendre. J'ose croire que les sanctions à leur endroit seront beaucoup plus conséquentes de manière à décourager ceux-là qui continuent de contourner, je dirais, l'autorité de l'État et qui ouvrent les boîtes de nuit. Il y a la possibilité, Christian Dandédia, il y a possibilité de se reconvertir. Quand vous parlez de 2 poids 2 mesures, les buvettes et les bars, ce ne sont pas les mêmes. On a dit boîte de nuit. D'abord, l'idée même ou même la dénomination boîte pose déjà un problème. Vous êtes plus ou moins confinés. Non, on peut respecter la distanciation sociale en boîte de nuit. Il y a des jardins un peu partout. Chacun s'assoit dans son coin. Non, sauf si on n'a pas la même notion, la même compréhension des boîtes de nuit. Et on connaît les boîtes de nuit à Cotonou. Ça n'a pas autant d'espace tel que vous êtes en train de le décrire. Donc, pour moi, il y a nécessité que ce soit dans boîte de nuit, que ceux-là qui ont des activités où ça fait appel à beaucoup de personnes puissent se respecter. Présenté au procureur, on attend certainement la sanction qui va tomber, mais suffisant pour tuer les envies de certains accros. Non, avec cette affaire-là, il y en a qui vont se ranger. Mais d'autres, les suicidaires, vont continuer à rien faire. Il y a des gens qui sont récalcitrants jusqu'au bout. Ils ne vont pas faire marche arrière, ils vont continuer à braver en espérant qu'ils ne soient pas pris. Mais cette affaire de boîte de nuit, de bar, de restaurant, c'est pas pareil. Une boîte de nuit, quelle que soit la superficie, même si ça prend la superficie de tout Cotonou, c'est un endroit où la production de musique, il n'y a rien à faire. Et contrairement au bar, c'est vrai, il y a des bars, il y a des maquis fermés. Là, le risque de contamination est élevé, c'est certain. Mais quand c'est sur une terrasse, où il n'y a pas trop de contact physique entre les gens, c'est que plus ou moins le risque est réduit. Donc ce n'est pas forcément la même chose. Et la partie aux gens qui fréquentent tous ces endroits-là, de faire d'abord attention à eux-mêmes. C'est ça qui est très important. Au-delà des mesures prises par ces promoteurs-là, soit même quand on choisit d'y aller, on fait attention pour ne pas se retrouver pris dans la grenade de ce virus-là. Parce que quand vous racontez ce que les malades vivent, c'est que ça vous rend un peu fou. Moi, j'ai des proches qui passent par là actuellement, d'autres qui ont été guéris. Mais quand vous les écoutez, vous leur posez des questions, vous demandez, mais Dieu, faites en sorte que je ne sois pas atteint de cette affaire-là. Parce que la mort est très proche. Quand vous vivez les 10 jours, la maladie vous prend vraiment. Mais c'est que vous ne voulez plus, vous êtes tout le temps couché avec des douleurs atroces. Vous êtes pratiquement proche de la mort. Il faut prier justement pour être tiré de ce mauvais pas-là. On vous aura compris sur le sujet. Abordons le 3e et dernier sujet de ce matin avant de retrouver notre invité du jour. Oui, on se rappelle cette date du 26 décembre 2017 précisément. Les députés de la 7e législature ont doté notre pays, le Bénin, d'une loi interdisant la production, l'importation, l'exportation, la commercialisation, la détention, la distribution et l'utilisation des sachets plastiques. En tout cas, c'est toutes ces activités regroupées qu'on a mis dans cette loi. Mais est-ce que vous avez senti depuis décembre 2017, que cette loi a été appliquée convenablement comme cela se doit? Les sachets plastiques ont-ils disparu? Non, les sachets plastiques, on l'a vu en République du Bénin. On a constaté que cette loi, dans son application, ça claudiquait par endroit, et cela a mené, je dirais, les Béninois à continuer dans les habitudes qu'on leur connaissait. En ce sens que le constat a été que la capacité même de l'État à produire ou à apporter sur le territoire national des sachets biodégradables, le problème s'est posé à ce niveau-là, parce que les Béninois sont des consommateurs. Si on arrive à prendre une décision, c'est parce qu'on avait donné, je dirais, une marge pour les Béninois de peut-être le temps de vider le stock. C'était 6 mois. Voilà, 6 mois en 2017 où la décision... En 2018. Ah oui, voilà, c'était en décembre 2017 que la loi a été votée. En 2018 déjà, les 6 mois devraient finir, n'est-ce pas? Donc, les 6 mois pour vider le stock des sachets plastiques, n'est-ce pas? Et la même période, c'est que le gouvernement
gouvernement et les structures incompétentes devraient prendre des dispositions pour qu'il y ait, soit disponible sur le territoire national, n'est-ce pas, des sachets biodégradables recommandés. On n'a pas eu ça et par conséquent, on a continué. Et ces sachets que nous avons qu'on a importés, oui, ça a duré l'instant, je dirais, d'un feu de paille. Ça n'a pas duré longtemps. On nous a apporté ça un bon moment. On a fait la sensibilisation, en tout cas dans la ville de Cotonou, c'était le préfet Toboula et beaucoup d'ONG, n'est-ce pas, bien amoureuses des questions de l'environnement, de l'hygiène et de la protection de l'environnement, n'est-ce pas, qui avaient fait cette sensibilisation, mais ça n'a pas donné beaucoup de choses. Petit à petit, on a relâché parce qu'on a vu que sur le terrain, on n'avait pas les sachets biodégradables recommandés et par conséquent, les sachets plastiques ont continué leur vie. Voilà. Moïse Dosunmu, on donne un deadline à partir d'octobre prochain. La répression va commencer. On a entendu parler de cela depuis plusieurs années déjà, mais jamais de répression. Oui, moi je n'y crois pas. Et particulièrement en 2017, quand cette loi a été votée, vous avez dû constater à l'époque qu'il y a un changement d'habitude. Dans la foulée, beaucoup ont délaissé les sachets plastiques, même les vendeuses, pour prendre des sachets biodégradables et tout le reste. La mayonnaise avait pris. Il fallait maintenant aller vers la répression pour finir avec ça. Mais qu'est-ce que les pouvoirs publics ont fait? On a manqué de vigilance à ce niveau, de rigueur aussi. Ils se sont assouplis et puis c'est fini, les habitudes ont repris et puis ainsi de suite. Je pense que c'est la faute est à leur niveau. Il fallait, dès que la population a commencé à prendre conscience de cette affaire-là, finir avec ça complètement, mettre la répression en avant pour que, au bout de 6 mois, 8 mois, 1 an, on n'ait plus ce genre de choses. Mais on a continué à autoriser l'importation des sachets, leur commercialisation, on n'a rien fait pour arrêter ça. Et remarquez au moins chose positive, dans les pharmacies et supermarchés, il n'y a plus de sachets aujourd'hui. Et ça a commencé depuis décembre 2017. Absolument. C'est que quelque part, ça a pris. Mais pourquoi ne pas faire en sorte que ça s'étende à tous les secteurs? Je pense que c'est les pouvoirs publics qui ont manqué justement de vigilance à ce niveau. Oui, qu'est-ce qui peut expliquer ça? Non, c'est ça que je vous expliquais tout à l'heure. Le fait que sur le terrain, n'est-ce pas, le Béninois est consommateur. Sur le terrain, il faut des structures qui puissent mettre à la disposition des consommateurs béninois ces sachets plastiques biodégradables. On n'en a pas eu et c'est ce qui a créé ce relâchement. C'est vrai, Moïse faisait constater tout à l'heure qu'au niveau des pharmacies, au moins, il n'y a plus, en tout cas depuis janvier, en tout cas depuis le début de l'année 2018, il n'y a plus des sachets plastiques. Vous allez, c'est peut-être dans une enveloppe quand c'est un petit produit que vous achetez ou alors, en tout cas, des sachets biodégradables. À ce niveau, c'est gagné. Mais si le combat avait été bien dur, il y avait eu la répression au niveau des populations, ils vont s'adapter. Vous voyez, quand on a commencé le problème de port de casque, je parle de casque sur les motos et circulation, en circulation, ça avait posé un peu problème, n'est-ce pas? Mais quand on a parlé de répression, petit à petit, c'est rentré dans les habitudes. Dans les habitudes. C'est vrai, il y a encore de ces individus qui continuent. Non, mais ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Vous voyez? Et donc, quand vous êtes dans un univers et que dans le bon sens du terme, la majorité prend le devant, c'est plus facile, n'est-ce pas, que la minorité, là, on puisse mettre la main sur elle et apporter les sanctions disciplinaires qui s'imposent. Donc, il y a urgence que les pouvoirs publics puissent mettre à la disposition. Parce que pour que ce combat réussisse, c'est ça, il y a urgence que les pouvoirs publics puissent mettre à la disposition des populations ces sachets biodégradables. Le Béninois n'est que consommateur. Autre aspect, c'est que l'entrée des sachets biodégradables, des sachets non biodégradables, les sachets plastiques que nous continuons d'utiliser, n'est-ce pas? On sait par où ça passe. On a des douanes, on a des douaniers. Il va falloir qu'à leur niveau, ils puissent faire leur travail. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas qu'on soit surpris de ce que les sachets plastiques continuent de rentrer sur le territoire national alors qu'on a des gardiens qui devraient être aux différentes entrées et empêcher. Justement, il y a urgence, Moïse Dosunmu, mais faut-il aller tout de suite à la répression, trouver un autre mécanisme pour amener les Béninois à suivre le pas? S'il faut commencer aujourd'hui, moi je suis partant. Et contrairement à Wahab, ce n'est pas un problème de disponibilité de sachets non biodégradables, ce n'est pas ça du tout. Les pharmacies, les supermarchés s'approvisionnent bien quelque part. Ces sous-approvisionnements n'existaient pas par le passé. Le problème, c'est le manque de répression, c'est le manque de volonté politique pour arrêter ça. C'est aussi simple que ça. Quand on a annoncé, les gens se sont rangés en majorité. C'est parce qu'on a délaissé que les mauvaises habitudes ont repris. Si on se décide aujourd'hui, même sans prévenir, de réprimer, vous allez voir d'ici 2-3 jours, une semaine, les gens commencent pas à prendre des sachets biodégradables. C'est juste les pouvoirs publics qui ont manqué de réagir à un moment donné. Ils ont encore annoncé octobre.
J'espère que ce sera le cas cette fois-ci et qu'enfin, ils vont passer à l'acte pour que du jour au lendemain, on arrête avec cette affaire. Surtout que octobre n'est pas loin, il faut demander à tous les importateurs également de prendre leurs dispositions. C'est ceux qui vendent les sachets non biodégradables, qui importent également les sachets biodégradables. C'est les mêmes acteurs. Donc si on dit maintenant arrêtez avec ça et qu'on sait que maintenant c'est fini, ils vont changer également avec les produits qu'ils ont béné. Voilà. Merci beaucoup. Merci bien à vous, Moïse Dossoumo. Très bonne journée du mercredi. Vous restez avec nous, Wahab Ali Para. Dans un instant, nous allons recevoir notre invité en plateau, Dr Yao Akpo, directeur de l'élevage. On reviendra donc sur l'actualité liée à l'interdiction d'importation des œufs au Bénin, interdiction temporaire d'importation des œufs au Bénin. Nous lui poserons un certain nombre de questions. Vous aurez des précisions. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. On gâte le coin, prêt à enflammer la piste avec qui on va gâter le coin. Hey, je mets préservatif, le party est lancé, les meufs sont chaudes, toujours protégés, kiss bien le show, sourire de vainqueur, un regard protecteur qui toujours a... 6% de protection, ce soir y'aura plus de supposition. Y'a pas de supposition, juste la loi de l'attraction. Ce soir on est classé, fâché, glacé, kiss, toujours protégé. Kiss, toujours avec moi. Toujours sexy, toujours protégé. Parce que votre bien-être et votre satisfaction sont notre raison d'être. Parce que nous tenons à la qualité. Nous sélectionnons pour vous les meilleurs semoules de blé dur, des pures souches traditionnelles de blé dur au monde. Nous mettons à votre disposition tout notre savoir-faire dans la production de nos pâtes alimentaires pour vous offrir cette texture tendre et unique, cet arôme subtil et cette saveur unique que vous aimez tant des spaghettis et macaronis Matanti. Matanti uniquement. Voilà, le plateau de l'invité sur Actu Matin, Dr Yao Akpo, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'élevage, je vous reçois en compagnie de mon collègue Wahab Ali Para. Oui, directeur de l'élevage, c'est-à-dire que l'élevage béninois se porte à merveille, qu'aujourd'hui vous êtes allé jusqu'à interdire l'importation des œufs de table? Merci. Je vous remercie d'abord pour l'invitation. Je devrais rappeler avant tout propos qu'il ne s'agit pas d'une importation des œufs, mais il s'agit d'un appel au respect des dispositions favorables devant conduire à une importation. C'est un communiqué en fait, un communiqué conjoint signé par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, le ministre de l'Industrie et du Commerce et le ministre de l'Économie et des Finances. Et ce communiqué invite expressément les importateurs et les commerçants d'œufs à se conformer aux dispositions de l'arrêté qui interdit de façon temporaire l'importation non seulement des œufs, des poussins d'un jour, mais également tout ce qui a comme produit à base de volaille. C'est bien de clarifier parce qu'on pourrait croire que c'est une restriction commerciale. Le Bénin
étant signataire de plusieurs accords, notamment ceux de l'OMC, ne saurait faire des restrictions. Mais ce que nous demandons ici, c'est que les opérateurs qui souhaiteraient s'adonner à cette activité puissent se conformer aux dispositions réglementaires en la matière. D'accord, vous parlez d'interdiction de façon temporaire, vous nous avez rappelé que c'est un arrêté, mais l'arrêté date de 2005, monsieur le directeur. Oui. Une interdiction temporaire qui dure dans le temps? En réalité, ça dure simplement parce que au moment où l'arrêté était pris, il y avait des foyers de grippe aviaire. Et l'idée, c'est que la grippe disparaissait dans les mois qui allaient suivre. Malheureusement, la grippe aviaire est devenue endémique dans la zone. Or, il n'est pas permis à un État de dire « j'interdis » sans une raison qui soit fondamentalement acceptée. Et c'est pour ça, tant qu'il y aura des foyers de grippe aviaire, il n'est pas autorisé que nous importions donc de ces pays-là. Ce qui est rappelé ici, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, nous voyons circuler sur nos marchés des œufs qui n'ont reçu aucune autorisation d'importation. Ça passe par où? C'est ça la grande question. Les œufs qui inondent nos marchés à des prix très abordables. Et défiant toute concurrence. Toute concurrence. Ce qui fait que les gens se ruent sur ces œufs au détriment de la production locale. Il faut rappeler aujourd'hui que nous avons un programme national de développement de la filière œufs de table avec des investissements à la base, le renforcement des couvoirs pour la production de poussins d'un jour pour que les œufs soient disponibles. Déjà, le taux de couverture tourne autour de 80%. Mais l'idée, c'est que d'ici 2 ou 3 ans, on puisse être autosuffisant. Mais vous êtes d'avis que si nous devons continuer à assister à cette importation frauduleuse de façon constante et continue, tout ceci pourrait annihiler les efforts qui sont consentis. Alors, monsieur le directeur, cette inquiétude que vous partagez avec nous, quels sont les risques concrètement, quels sont les risques que les populations courent si on devrait continuer avec l'importation des œufs de table? Le premier risque encouru par le consommateur, c'est d'abord des risques sanitaires. Nous parlons ici des œufs émanant des volailles, spécialement des poules et des poules pondeuses. Or, nous savons que ces animaux développent l'influenza aviaire hautement pathogène que nous appelons grippe aviaire. Et il se fait que la grippe aviaire est une zoonose, une maladie transmissible des animaux à l'homme. Cela voudra dire que si on importe des œufs émanant des volailles qui ne sont pas soumis à une inspection de salubrité, de qualité, pour décider de leur mise en consommation, lorsque nous les consommons directement, il est possible que nous développions des maladies liées à l'influenza. Mais l'autre aspect, c'est surtout notre cheptel. Parce que dans la sous-région, nous avons l'influenza aviaire à virus H5N1 qui circule. D'accord. Et ce virus peut engendrer des taux de mortalité de l'ordre de 100%. Cela voudra dire que on ne le souhaite pas. Si ça apparaît dans un élevage en moins de 24 heures, même si vous avez 20 000, 100 000, 200 000 sujets, vous perdez tout. C'est extrêmement grave. C'est très dangereux. C'est pour cela qu'il est nécessaire de contrôler ces importations et de surtout inspecter les œufs. Mais la question préjudicielle, c'est qu'avant toute importation, il faut être détenteur d'une autorisation. Ça veut dire que l'importation n'est pas pour autant interdite. Il faut d'abord obtenir une autorisation, n'est-ce pas, avant d'importer. Très bien, et c'est là tout le nœud passé, on pourrait dire que le Bénin a interdit. Non. Il faut une autorisation. Et ça permet aux services vétérinaires de voir si l'état sanitaire du pays duquel on veut importer permet cette importation. Si ce pays ou cet État a notifié à l'Organisation mondiale de la santé animale des cas de grippe aviaire, les services vétérinaires n'autorisent point. On a les moyens pour ça? Bien sûr. La compétence aussi. Oui, oui.
En réalité, il faut dire que nous avons accès au site de l'OIE qui actualise au jour le jour. Organisation internationale de l'élevage. Organisation mondiale de la santé animale. Okay. Qui actualise le statut de chaque pays en matière de grippe aviaire et des autres maladies contagieuses. Donc le travail qui est demandé, c'est que lorsque l'autorisation est soumise, les services vétérinaires vont vérifier le statut sanitaire du pays et autoriser. Ceci permet non seulement de ne pas importer des œufs qui pourraient mettre en péril notre élevage, mais également de protéger la santé du consommateur. Alors l'inquiétude est là, vous l'avez souligné, le danger également est là, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Maintenant, on sait qu'il y a eu déjà sur le territoire béninois, n'est-ce pas, des œufs importés, des poussins d'un jour et autres. Face à ce mal que vous décrivez, quelles sont les dispositions qui sont prises au niveau de la direction générale de l'élevage de manière à ce que le cheptel national, n'est-ce pas, puisse être contrôlé, on puisse s'assurer, n'est-ce pas, de ce que sur le territoire béninois, le mal n'est pas déjà introduit? Oui. La première des choses, c'est que les mesures sont prises non seulement au niveau des frontières, mais également au niveau du territoire, de toute l'étendue du territoire national. Si vous voyez très bien, le communiqué est conjoint. Il y a 3 ministres signataires. Oui. Ça veut dire qu'il y a 3 corps de contrôle impliqués dans cette opération. Nous n'avons pas vu le ministère de l'Intérieur, par exemple. Le ministère de l'Intérieur nous appuie. Des frontières. Oui, il faut dire que c'est une décision qui est prise et ce n'est pas forcément la signature du communiqué qui pourrait expliquer l'adhésion. Dans tous les cas, l'opération, c'est d'expliquer aux acteurs qu'il y a une procédure. Et là, pour répondre à votre question, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir des corps de contrôle à tous les niveaux, au niveau département, mais également au niveau des frontières. D'accord. Est-ce que le travail de ces corps de contrôle a déjà démarré pour qu'on puisse s'assurer si oui ou non, sur le territoire national, nous avons la grippe aviaire? Il n'y a pas la grippe aviaire aujourd'hui, simplement parce que, tel que je l'ai expliqué, c'est une maladie tellement meurtrière qu'on ne saurait cacher. Lorsque vous avez la grippe aviaire dans un élevage, en moins de 24 heures, vous perdez tout. Donc, même si vous ne voulez pas le dire, le promoteur même va le dire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous n'avons pas la grippe. Mais nous n'allons pas attendre d'avoir des cas de grippe aviaire. Il faut prévenir. Il faut prévenir. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous disons qu'il est nécessaire de se conformer aux dispositions de l'arrêté 2005. Cet arrêté, je l'ai expressément parce que il faut rappeler qu'aujourd'hui, c'est les œufs. Mais ça interdit également les poussins d'un jour. Et tout ce qu'il y a comme produits congelés provenant des pays infectés. Il faut mettre l'accent sur le fait que, en interdisant, c'est par rapport au statut de la grippe aviaire ou pas. Donc le Bénin ne dit pas, je ne veux pas les œufs. Mais il faut soumettre d'abord un dossier qui montre que le pays destination n'est pas infecté pour protéger notre cheptel. Et comme je l'ai déjà dit, il y a des efforts qui sont faits pour booster la filière au plan national. Et les pertes économiques qui sont certaines, actuellement, c'est la mévente qui est sur le marché. À cause de la concurrence. À cause de la concurrence qui est déloyale. En raison des montants plutôt faibles au niveau de l'importation plutôt que de la production locale. Donc, surtout. Moi, je pense que s'il y a un message, c'est inviter les acteurs à se conformer aux dispositions. Simplement. Vous voulez parler là des importateurs? Des importateurs et surtout des commerçants. Et à ceux-là qui s'adonnent à des transactions frauduleuses, il y a des peines très sévères. Et notre appel, c'est que ces acteurs, notamment les importateurs, les consommateurs, puissent se rapprocher du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, et spécialement de la direction de l'élevage, pour les conditions à remplir. En tout état de cause, je crois que les différents corps de contrôle ont été instruits par les différents ministres signataires pour veiller et appliquer strictement les dispositions
réglementaires en vigueur. D'accord. Si, Christian, très rapidement, si tout cela est respecté, le communiqué est quelque peu récent, la mesure sera respectée sans doute. Sur le territoire national, que fait la Direction générale de l'élevage, n'est-ce pas, peut-être en termes d'accompagnement pour les producteurs locaux, de manière à ce que la production soit abondante et pour répondre donc à l'attente des clients? Oui. Il faut dire que ça, c'est une bonne question par rapport à tout ce qui est fait avec l'interprofession de l'agriculture. Oui. Et aujourd'hui, le Bénin est engagé dans une révolution avicole, si on peut le dire, parce que le gouvernement a décidé de subventionner des poussins d'un jour, de mettre l'aliment volaille à disposition des acteurs et des intrants, surtout les médicaments et tout ce qu'il y a comme vaccin à disposition à coût réduit pour que les acteurs puissent booster leur production. Au-delà de tout cela, il faut dire qu'il y a des renforcements de capacités en termes de biosécurité pour permettre aux acteurs de produire dans les normes. Et il est prévu également de procéder à une identification de tous ceux-là qui sont des producteurs et de certifier leurs itinéraires techniques afin que nous ayons des produits de qualité et qui soient également compétitifs. Là également se trouve la question. Tant qu'on n'aura pas des produits assez compétitifs, la lutte sera vaine et nous pensons que les efforts doivent être concentrés sur la production, mais également sur la qualité des produits pour que nous puissions gagner cette lutte-là. Je constate que le directeur apporte, je dirais, un peu de lumière sur l'inquiétude de Moïse tout à l'heure, n'est-ce pas, qui parlait des intrants à coût réduit, n'est-ce pas, de manière à ce que l'interprofession de l'agriculture, n'est-ce pas, ne puisse pas se plaindre de ce que leur montant sur le marché, n'est-ce pas, est élevé, le prix de vente est élevé en raison, je dirais, des intrants et de tout le nécessaire qu'il faut pour le coût de production. Voilà, le coût de production voilà. Oui, c'est vrai que, directeur, nous, Béninois, nous sommes accros à tout ce qui vient de l'extérieur. Est-ce que vous-même, vous consommez l'œuf local? Bien sûr, je ne saurais défendre ce que je ne fais. Donc, c'est l'œuf local simplement parce que vous avez des œufs qui sont qualifiés d'extra frais. Les œufs du jour ou de 24 heures. Les œufs frais d'environ quelques jours. Et les œufs qui sont dits vieux, déjà après une semaine. Pour les connaisseurs, il faut se mettre dans la catégorie des œufs extra frais et frais. Ça veut dire quoi? Des œufs du jour ou qui ont une durée d'environ 48 heures. Connaissant tout cela, je ne peux pas m'adonner à une consommation dont on ne connaît même pas la date de production. Et c'est là le grand problème. Tout ce qui est importé, ne connaissons pas la date de production. Et si cela est importé de façon frauduleuse, vous constatez que c'est davantage grave et c'est une lutte commune. Nous invitons les uns et les autres à se conformer aux dispositions pour que le pays se porte bien et que tous les consommateurs également se portent bien. Et surtout, nous, nos volailles. Parce que quand on parle de volailles, il faut voir les poules pondeuses. C'est beaucoup d'investissement. Il faut voir les poulets de chair. Il faut voir les pintades. Il faut voir... Donc, les canards, c'est toutes les volailles. Ce n'est pas une affaire de poules pondeuses. Donc, en agissant ainsi, on risque d'incendier tout ce qu'il y a comme production au niveau avicole. D'accord, très rapidement, peut-être pour finir, monsieur le directeur, est-ce que s'il arrivait que sur le territoire national, nous avons la grippe aviaire, le Bénin a la capacité de faire face à ce mal-là? Ça, c'est une très bonne question. Pas plus tard que la semaine dernière, nous étions à un exercice de simulation de l'influenza aviaire. On s'est dit, on nous appelle, je ne vous donnerai pas le nom d'un pays, ou d'une zone, de telles communes. Nous avons des cas d'influenza. Tous les acteurs ont été mis en œuvre, de l'alerte jusqu'au riposte. On ne peut pas dire qu'on est armé totalement pour lutter contre une maladie, mais nous avons les ressources aujourd'hui pour circonscrire le mal et rapidement faire les tests de confirmation avec les laboratoires de référence de l'OIE et prendre les dispositions qu'il faut. Donc les actions sont menées avec le renforcement des capacités et les systèmes d'alerte pour dire qu'aujourd'hui, même si nous avons des foyers, nous allons les circonscrire et pouvoir contrôler. Parce que ce qu'il faut rappeler, tant qu'un pays héberge le virus,
il est astreint à des restrictions commerciales. C'est ça le grand problème. Docteur Yaouakpo, vous aurez compris. Merci beaucoup, docteur. Merci d'être passé en plateau. Merci. Voilà, c'était à l'instant le directeur de l'élevage qui nous a apporté donc des précisions sur cette décision interministérielle concernant l'importation des œufs de table. Très bonne journée du mercredi à vous. Merci à vous également, Wahab Ali Para. Après bien l'élevage, on va parler d'économie, le commerce, les activités économiques avec le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin que nous aurons au téléphone. Clément Tchadé sera en plateau. Vous êtes de nationalité béninoise, vous êtes âgé de 18 à 40 ans, vous êtes titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur, bac professionnel, BTS ou DUT, licence professionnelle ou DTS, master ou ingénieur, vous êtes en quête d'un emploi ou d'une bonne expérience en entreprise en vue de votre insertion professionnelle, vous êtes immédiatement disponible, vous pouvez faire partir des 2000 bénéficiaires pris en charge chaque année par le gouvernement à travers le programme spécial d'insertion dans l'emploi. Pour ce faire, rendez-vous sur le site www.psie.bj. Remplissez les champs destinés aux candidats à l'emploi, inscrivez-vous et soumettez votre dossier. La suite réservée à votre dossier vous sera notifiée par SMS, par mail ou sur votre compte utilisateur PSIE que vous êtes invité à consulter fréquemment. Nous prenons des mesures de sécurité pour vous et pour nous. Face au Covid-19, LBM Syst Location de voitures vous protège. Nous mettons un point d'honneur sur le respect des consignes par nos conducteurs. Nos véhicules sont systématiquement désinfectés avant et après chaque mission. Faites-nous confiance. Votre sécurité, notre préoccupation. Syst LBM Location de voitures, contact 60 60 60 63. LBM. Le carrefour des grandes marques. Et voilà, notre présent à Cotonou, nous allons le joindre au téléphone, notre invité économie de ce mercredi sur Actu Matin. Et ce sera avec vous, Clément Tchadé, bonjour. Bonjour Christian, bonjour à toutes et à tous. Alors, on va parler de la Covid-19, la relance de l'économie béninoise, quelle perspective. Et nous avons au téléphone le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, Arnaud Akpo, bonjour. Arnaud Akpo, bonjour. Eh bien, on va le retrouver apparemment. Il est parti. La technique est en train de le rappeler. Nous l'aurons donc. Voilà, il est là. Arnaud Akpo, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà, vous êtes le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Vous avez pris fonction il y a de cela quelques mois. Dites-nous, comment se porte votre maison ? La CCIB se porte très bien. D'accord. La CCIB se porte très bien. On va en parler surtout avec cette crise sanitaire qui secoue le monde et donc notre pays, le Bénin. On va voir si les acteurs économiques se portent également bien et ce que vous pensez faire pour la relance de l'économie. Je vous laisse en compagnie de Clément Tchadé. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, le Bénin, comme les autres pays du monde, traverse des moments, ou je dirais un moment de crise sanitaire qui impacte presque tous les secteurs de l'économie. Et dans un tel contexte, comment se porte le secteur privé dans lequel vous vous trouvez? Merci, monsieur le journaliste. Pour votre question, le secteur privé du Bénin dans le contexte de la crise sanitaire se cherche. Le secteur privé du Bénin, dans le contexte de la crise sanitaire, se cherche une issue pour démontrer sa résilience
à ce choc exogène. Oui, Président, dites-nous, en clair, ça dit que vous voulez dire par là que le secteur privé ne connaît pas de difficultés en ce moment précis. Bien sûr que, comme les autres pays, le Bénin ne peut pas soustraire par rapport au choc exogène de la pandémie. Donc, alors, face à tout ça, décrivez-nous un peu les difficultés que vous vivez, le secteur privé. Et je veux parler notamment même du commerce, mais aussi de l'industrie. Comment tout cela se porte en ce moment? Pour ce qui concerne le secteur privé au Bénin, tout est à faire. Comme dans tous les autres pays du monde, le secteur privé béninois ne fait pas du tout exception. Pour anticiper, la CCIB Oui, allez-y, Président, on vous écoute. Oui, la CCIB a mené des enquêtes en avril passé pour avoir les impacts sur les entreprises. D'accord. Alors, que peut-on retenir du fruit, je veux dire, de cette enquête que la CCIB a menée? Quels sont les chiffres, quels sont les résultats que vous avez eus? Comme je le disais, la CCIB, dès le mois de mars, a lancé un questionnaire dans le sens. Et en avril, nous avons eu 115 entreprises, tous secteurs confondus, qui ont répondu à ce questionnaire. Après analyse, nous avons soumis au gouvernement une série de propositions et nous avons été heureux de constater que la majorité de nos suggestions ont été prises en compte dans les mesures annoncées par le gouvernement. Vous voulez dire que vous avez fait un travail avant le plan de soutien du gouvernement, Président, et justement dans cette dynamique pour anticiper l'organisation que vous dirigez, la CCIB, que vous présidez, a organisé en fin de semaine écoulée un forum virtuel sur les perspectives pour le secteur privé après la COVID-19. Avant d'en parler, dites-nous d'abord, Président, que faites-vous au sein de la CCIB pour accompagner les entreprises qui sont d'ailleurs vos membres à faire face à cette pandémie qui laisse beaucoup d'échecs en ce qui concerne leur activité? Pour ce qui concerne, d'abord, je voudrais saluer la participation par rapport au forum de la semaine passée. Je voudrais saluer des ambassadeurs du Bénin, au Nigeria, en Chine, au Japon et en Arabie Saoudite qui ont montré par leur intervention que la CCIB a vu juste en organisant ce forum dont l'objectif principal est de faire changer au secteur privé béninois le paradigme. Nous voulons abandonner en fait l'achat-vente pour commencer la production et devenir le pôle industriel de l'Afrique de l'Ouest. Et pourquoi? Vous savez, si cette pandémie durait, c'est que le secteur économique béninois sera plus touché parce que nous importons tout et nous sommes sur achat et vente. Tout pays qui se base sur achat et vente, dans cette situation pareille, ne pourra pas véritablement avoir un plan de résilience qui peut véritablement relancer l'économie. Donc, pour vous, vous voulez prioriser en fait la production plutôt que, disons, importer les produits vers le Bénin. Alors, de quels moyens disposez-vous pour avoir une telle stratégie? Bien sûr, nous avons assez de moyens. Dans le secteur économique, ce qu'il faut, c'est d'abord les idées.
Et ensuite, les moyens. Les moyens, ce n'est pas ce qui manque aux Béninois. Ce qu'il nous faut, c'est une bonne organisation, ce que nous sommes en train de faire en ce moment. Et sous peu, nous aurons un livre blanc que nous allons soumettre au gouvernement. Et cela va relancer l'économie nationale. Alors, quand vous parlez de la production, quels sont les secteurs sur lesquels la CCIB, avec les autres acteurs du secteur privé, veulent miser pour pouvoir donc arriver à cette production au lieu de l'importation? Je peux vous donner la liste, elle est exhaustive. Donc, elle est exhaustive. Je peux vous donner quelques exemples. Je prends par exemple les produits carnés. Dans le domaine des produits carnés, le Nigeria, jusqu'en 2014, le Nigeria consommait 1%, ce qui fait un chiffre d'affaires de 250 milliards par an. Alors, avec la disponibilité de la terre au Bénin, avec la jeunesse, si nous mettons la chaîne industrielle dans le domaine des produits carnés, je veux parler de la chaîne de abattoir, emballage et tout, c'est que nous pouvons redémarrer cette activité au Bénin avec 10%, ce qui nous amènerait à aller à 2500 milliards par an. Et cela va créer beaucoup d'emplois. Ça, c'est un exemple. Je vous donne un autre exemple. Je prends simplement ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui sur l'huile. Nous sommes en contact avec l'Inde, par exemple, où si tout le Bénin va produire de l'huile, de soja et de sésame, c'est que ça ne suffirait pas l'Inde seule. Alors, il n'y a pas que l'Inde. Donc, le problème, ce n'est pas un problème qui n'est pas surmontable. Il nous faut l'organisation, ce que nous sommes en train de faire en ce moment. Et je peux vous rassurer que d'ici l'année prochaine, puisque nous ne sommes plus à l'étape des idées, nous sommes déjà à l'étape du projet et ces projets vont connaître jour d'ici l'année prochaine. Quand vous citez l'Inde et je dirais aussi même le Nigeria, est-ce à dire que vous voulez nous dire clairement qu'il y a un marché de consommation de tout ce que le Bénin pourrait produire à la longue? Bien sûr. Je vais vous dire, le Bénin a une grande chance. Quand vous regardez l'espace humois, nous avons plus de 400 millions de consommateurs. Ah oui? Et nous, le Bénin est collé au Nigeria. Ça veut dire que nous sommes entre 200 à gauche et nous sommes entre 200 à droite et au nord. C'est-à-dire 200 millions de consommateurs. Et quand Dieu vous donne la nature, vous concède cette opportunité, qu'est-ce que vous devez faire? Nous devons être un produit de service et un grenier pour les pays de la CEDEAO. Et ça, c'est ce qu'il nous faut. Et c'est là où nous sommes en train de travailler conjointement, bien sûr, avec les opérateurs économiques nigérians de la sous-région, parce qu'il nous faut une coopération sud-sud qui va nous amener véritablement vers la résilience économique. Parce que on ne peut pas comprendre qu'un pays comme le Bénin, avec tous ses atouts, ne pas pouvoir être d'abord un pays de service et aussi un grenier pour les autres pays. Alors nous avons 60% de la jeunesse qui est à la recherche d'emploi. Alors, dans ce travail dans lequel vous vous engagez, quelles sont vos relations avec les organisations patronales? Je veux parler justement du Conseil national du patronat. Bien sûr, nous travaillons avec toutes les institutions en harmonie. Nous échangeons très souvent, nous nous voyons, nous travaillons. Vous savez, la CCIB, en fait, c'est un organe de conseil économique pour toutes les autres institutions, de même que pour le gouvernement. Donc vous êtes en parfaite harmonie avec les autres organisations? Bien sûr que oui, monsieur le journaliste. D'accord. Alors, quand vous parlez aussi de la production, et quelle est la stratégie que vous comptez mettre en place aussi en ce qui concerne la transformation, qui est aussi primordiale pour le développement économique? Voilà. Actuellement, nous avons lancé avec les 77 maires
Et nous leur avons demandé juste de nous mettre à la disposition de la CCIB par commune entre 100 et plus de 5000 hectares selon leur disponibilité. Et nous, en tant que le bureau consulaire, nous allons essayer de mobiliser les investisseurs nationaux, régionaux et internationaux pour développer suivant, puisque nous avons déjà la cartographie en termes de filières dans tout le Bénin. Et nous allons faire des tables rondes par secteur pour pouvoir démarrer l'industrialisation de base. Nous allons commencer bientôt par monter les machines agricoles, mais cette fois-ci, ça ne serait pas en vente. Nous sommes déjà en pourparlers avec ces industries en Inde et en Chine. Et cette fois-ci, ça serait en usine. Nous sommes en train de mettre en place à Kandi, qui est un pôle qui peut desservir Banikwara, Sebana, Manandil, Kandi, jusqu'à Bembereke. Cela voudrait dire quoi? C'est que sur les sites que les mairies vont mettre à notre disposition, nous allons construire des hangars, sinon des magasins, pour ces sociétés. Ils viendront avec des pièces détachées et ils vont les monter sur place. Et tenez-vous tranquille. Nous n'allons pas laisser à ce que les producteurs aillent acheter. Ça serait en usine. Ça veut dire quoi? Le prix par État sera fixé par le gouvernement. Et ceux-là, ils vont faire la prestation en mettant les machines agricoles. Parce que ce qui est difficile, quand vous regardez bien, et ce qui fait qu'à la fin, les producteurs ne se retrouvent pas, c'est qu'ils n'arrivent pas à faire la maintenance pour ces machines et pouvoir aller jusqu'au bout et amortir leur investissement. Ça, c'est un grand problème. Donc, pour leur éviter cela, ces investisseurs, ils vont sur place monter les machines, ils vont les réparer en leur compte. Et la seule chose, c'est qu'un producteur qui veut, il veut la location pour un champ de 10 hectares, il va juste s'adresser à eux, et c'est à eux maintenant de pouvoir leur faire le job. Alors, donc, le producteur ne sera pas en même temps le machiniste et en même temps le mécanicien de sa machine, alors que la plupart du temps, il n'arrive pas à faire une bonne maintenance, ce qui fait qu'une machine qui doit faire 10 ans, 2 ans, c'est déjà amorti. Alors, Président, quand vous parlez des perspectives pour le secteur privé après Covid, on s'attend beaucoup plus à ce que vous nous parliez également aussi de l'emploi, mais aussi la richesse que cela pourrait générer au pays. Et dites-nous, est-ce que dans ce plan de travail que vous comptez mettre en place, vous pensez aussi à l'emploi et à la richesse que tout cela pourrait générer? Bien sûr. Je peux vous rassurer que si tout ce que nous avons dans notre plan d'ici 2025, si nous les réalisons même à 50%, je pense que cela va régler le taux de chômage à la date d'aujourd'hui. Cela va prendre en compte 2 tiers du taux de chômage à la date d'aujourd'hui. Je veux parler là des emplois fixes, des emplois bien structurés, des gens qui sont déclarés à la CNSS, des gens qui ont des revenus stables. Donc voilà ce que je mets dans l'emploi. Et quant à la richesse, l'exportation, qu'est-ce que cela pourrait aussi engendrer en termes de richesse pour l'économie nationale? Bien sûr, je viens de vous dire que dans le secteur canné seul, que nous pourrons faire par an 2500 milliards par an. Ce n'est pas un chiffre négligeable. Si, entre-temps, les acteurs étaient à 250 milliards par an, et que nous irons vers 10% de ce chiffre, alors cela représente que 10% de la consommation du Nigeria. N'en parlons des autres pays. Il n'y a aucun pays de la sous-région qui est autosuffisant
autosuffisante en matière de produits carnés. Alors, Président, ça va être certainement la dernière question après les travaux de ce forum virtuel qui a réuni beaucoup d'acteurs du monde des affaires, mais aussi des experts. Et quelle va être la suite pour vous? La suite, il y aura un livre blanc. Nous allons mettre en place un livre blanc qui constituera le nouveau code du nouveau départ pour le pôle industriel et parlera aussi des engagements du secteur privé et nos attentes vis-à-vis du gouvernement. Puis nous démarrerons rapidement des petits exemples pour montrer que c'est possible de faire afin de permettre au gouvernement d'être convaincu de la détermination du secteur privé au Bénin. D'accord. Et tout cela, on peut déjà l'espérer à partir de combien? À partir de quand est-ce que cela peut être opérationnel? Je peux vous rassurer que à pareil moment, en 2021, ça ne serait plus affaire du projet, mais les Béninois, ceux qui sont dans le secteur privé en témoigneront de même que le gouvernement. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Arnold Akako. Vous êtes le président de la Chambre d'industrie et du commerce du Bénin. Merci pour toutes ces précisions. On aura peut-être le temps de vous avoir ici dès que vous serez disponible. Merci à vous, Clément Tchadé. Merci pour cet entretien au téléphone que vous venez d'avoir avec Arnold Akako. Il est le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Nous observons la pause. Je vous reviens juste après. Vous êtes de nationalité béninoise, vous êtes âgé de 18 à 40 ans, vous êtes titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur, bac professionnel, BTS ou DUT, licence professionnelle ou DTS, master ou ingénieur, vous êtes en quête d'un emploi ou d'une bonne expérience en entreprise en vue de votre insertion professionnelle, vous êtes immédiatement disponible, vous pouvez faire partir des 2000 bénéficiaires pris en charge chaque année par le gouvernement à travers le programme spécial d'insertion dans l'emploi. Pour ce faire, rendez-vous sur le site www.psie.bj. Remplissez les champs destinés aux candidats à l'emploi, inscrivez-vous et soumettez votre dossier. La suite réservée à votre dossier vous sera notifiée par SMS, par mail ou sur votre compte utilisateur PSIE que vous êtes invité à consulter fréquemment. Parce que votre bien-être et votre satisfaction sont notre raison d'être. Parce que nous tenons à la qualité. Nous sélectionnons pour vous les meilleures semoules de blé dur, des pures souches traditionnelles de blé dur au monde. Nous mettons à votre disposition tout notre savoir-faire dans la production de nos pâtes alimentaires pour vous offrir cette texture tendre et unique, cet arôme subtil et cette saveur unique que vous aimez tant des spaghettis et macaronis Matanti. Matanti uniquement. On gâte le coin, prêt à enflammer la piste avec qui on va gâter le coin. Hey, je me préservatif, kiss, le party est lancé, les meufs sont chaudes, toujours protégés, kiss bien le show, sourire de vainqueur, un regard protecteur qui toujours à... 6% de protection, ce soir il y aura plus de supposition. Y a pas de supposition, juste la loi de l'attraction. Ce soir on est classé, fâché, glacé, kiss, toujours protégé. Kiss, toujours avec moi. Toujours sexy, toujours protégé. Nous prenons des mesures de sécurité pour vous et pour nous. Face au Covid-19, LBM Syste Location de voitures vous protège. Nous mettons un point d'honneur sur le respect des consignes par nos conducteurs. Nos véhicules sont systématiquement désinfectés avant et après chaque mission. Faites-nous confiance. Votre sécurité, notre préoccupation. Syste LBM Location de voitures, contact 60 60 60 63. Le carrefour
grande marque. Voilà, nous sommes de retour en plateau pour vous dire au revoir, puisque c'est la fin de cette émission, votre matinale. Vous n'aurez pas votre revue de presse pour le compte de ce mercredi. Nous vous présentons alors toutes nos excuses et les excuses également d'Asiongo Kanya Asiongo qu'on retrouvera dans la revue à partir de lundi prochain. Demain, ce sera le tour de Narcisse Alocet de nous présenter l'actualité telle que traitée par les journaux. Il est resté avec moi jusqu'à la fin de cette matinale. Merci à vous, Clément. Je vous en prie, Christian. Voilà, bon mercredi. Merci. Bon mercredi à vous et surtout, gardez le sourire. Au revoir.